21h au Cameroun, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour une autre super production de votre programme Ouro Africa, la tribune panafricaine chaque lundi. Lorsque je l'ai dit, il est 21h sur Info TV. Pour ce qui est de cette édition, nous allons tout d'abord nous arrêter du côté de Paris avec une nouvelle qui fait le tour du landerneau africain. Nous allons évoquer cette mise en examen de Pascaline Bongo, qui n'est nulle autre que la fille aînée du défunt président Omar Bongo, 66 ans. Elle a été happée par le tribunal financier du côté de Paris pour justement revenir sur des faits de corruption et de blanchiment de corruption d'argent public étranger. On va s'arrêter un moment sur cette mise en examen et nous interroger s'il s'agirait là véritablement d'un acharnement. Nous irons aussi du côté de l'Afrique en particulier et même du côté des palais en général pour interroger pas ceux qui y logent mais ceux qui sont désormais hors des palais. On va parler de Macky Sall, du président Kabila, on va interroger justement Ali Bongo, Laurent Gbagbo, et on va se poser la question ensemble et entretenir la réflexion. Que faut-il en faire? Quel plan pour eux, alors que l'on sait justement que lorsque l'on quitte les lambris dorés des palais, on peine souvent soit à y revenir ou alors à exister. Et on voit donc le positionnement parfois ambigu qui amène certains à vouloir revenir, parfois par la force. C'est le cas du côté de la RDC avec Joseph Kabila qui justement essaye d'exister face à Tshisekedi. C'est le cas aussi à un moment avec Macky Sall qui lui aussi a essayé d'exister. On va s'interroger, qu'est-ce qu'on fait des ex-chefs d'État sur le continent africain? Voilà le menu du soir, je vous reviens tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouro Africa et justement pour cette grande aventure panafricaine sur Info TV, ils sont là. Patriarches, hommes des médias, hommes politiques pour nous accompagner. Et le tout premier que je porte à votre connaissance, chers messieurs, chères dames, chers Africains qui nous regardez par le monde, est un patriarche, comme je l'ai dit. Le panafricanisme n'a aucun secret pour lui, il faut le dire. C'est un conseiller de nombreuses têtes couronnées sur le continent. François Bikoro, patriarche, comme j'aime à vous appeler, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs. Et c'est un défi tout à fait haut et risqué que de participer à votre émission qui formate et mature la conscience africaine auprès de la jeunesse émergente dont nous n'avons pas pu donner tous les moyens pour qu'ils se mettent en cause. L'objectif ici, c'est de construire une Afrique nouvelle en remettant l'héritage et l'identité culturelle africaine au centre du monde. Merci, patriarche. On sait que vous allez justement abreuver et irriguer tous ceux qui nous regardent par le monde de votre longue expérience sur les sentiers parfois escarpés du panafricanisme. Merci encore pour la présence. Je m'en vais vers ma droite proche avec un autre acteur, lui acteur de la société civile. Les sciences sociales n'ont aucun secret pour lui. Docteur Jean de Dieu Evouna, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Baraga, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis encore honoré d'être là ce soir et c'est un grand plaisir de partager le plateau avec des doyens comme le Père Bikoro. Merci à vous, Jean de Dieu Evouna, un docteur pour en cacher un autre sur ce plateau, aussi acteur de la société civile. Jean-Moïse Mbok est présent parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes. Il faudra qu'on trouve l'expression comment on salue les patriarches comme effectivement le papa. Vous savez, nous sommes de cette génération qui pensons effectivement qu'il faut respecter les gens qui ont vécu, il faut saluer les expériences et les expertises. Oui. Et la sienne n'est plus à démontrer aujourd'hui. Pour moi, c'est, il a dit un défi, pour moi c'est un gros challenge que d'être à côté de lui
sur un plateau comme celui-là, mais je vais beaucoup apprendre. Je vais beaucoup plus apprendre qu'autre chose. Merci pour l'invitation. Je salue le top management de la maison. Oui. Je salue les dernières nominations qu'il y a eu dans la maison. J'espère que tout se passe bien, parce que ce n'est que ce qu'on souhaite, que les choses aillent bien avec l'envergure d'Info TV aujourd'hui. C'est un média qui ne vous appartient plus à vous seul, qui appartient aujourd'hui à tout le Cameroun, à toute l'Afrique, qui fait la fierté de ce continent. Et nous souhaitons, nous espérons et nous appelons de tous nos voeux les moyens, naturellement, qu'il faudra, parce que quoi qu'on dise, la presse a besoin d'être fortement accompagnée. Nous appelons que ce soit des mécènes, que ce soit des sponsors, que ce soit même des pouvoirs publics, pour pouvoir s'appuyer sur un média comme celui-ci, pour que l'éducation africaine, comme le doyen le disait, soit parfaite. Parce qu'on doit aujourd'hui tout faire pour donner les moyens à cette jeunesse de ne pas se laisser emporter par la rue, de ne pas se laisser emporter par la confusion, mais d'être emporté par ce qui va rendre l'Afrique meilleure. Bonsoir à toute l'Afrique qui nous écoute aujourd'hui. Merci Jean-Moïse Mbok pour la présence une fois de plus renouvelée. Je prends les salutations de mon seul et unique confrère sur le plateau, Timothée Somba. Vous n'êtes plus à présenter sur cette estrade. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes. Mon bonheur est heureux que d'avoir été une nouvelle fois associé à cette agape intellectuelle, cette agape select qui parle des questions africaines, panafricaines. Je m'en voudrais de ne pas transmettre mes félicitations très chaleureuses à une petite sœur, une vaillante camerounaise qui a défendu sa thèse de doctorat en médecine aujourd'hui en mondo-vision et qui a réussi l'exploit de subir cette pression et de décrocher la mention très honorable. Parce que nous pensons souvent que ceux dont on dit être nés avec une cuillère en or dans la bouche ne sont pas capables de fournir des efforts pour honorer tous les sacrifices auxquels consent leurs parents pour leur donner une bonne éducation. Elle aujourd'hui a tenu la dragée haute en mondovision, j'insiste là-dessus, pour justement démontrer qu'il ne suffit pas d'être un enfant de tel pour obtenir des passe-droits. Elle va à l'école comme tout le monde, elle soutient. Et je sortirai en disant à ceux qui veulent ternir l'image de cet événement, de savoir une chose. En matière d'académie, en matière universitaire, la soutenance a l'obligation d'être publique. Ça aurait été dangereux qu'elle soutenât dans l'obscurité. Mais la soutenance est obligatoirement publique. Il faut donc plutôt féliciter celui qui a eu l'initiative de rendre cette soutenance davantage publique afin que ce qui s'est passé soit connu de tous et par tous. Merci Timothée Somba. Lui, il est politique. D'ailleurs, c'est le seul affiché sur ce plateau. Lucien Bidima, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir de revenir parmi vous parce que je crois que j'allais mourir il n'y a pas de cela longtemps. J'étais très malade. Et je crois que ça allait me faire très mal de ne pas voir une fois de plus le président Paul Biya prêter serment. Donc je suis très content d'être parmi vous et en plus aujourd'hui je suis syndicaliste. Ça, vraiment je m'exerce là-dessus parce que j'estime toujours que les droits des travailleurs aujourd'hui doivent être en primeur. J'apprécie tout ce qui est fait aujourd'hui au niveau du ministère des Finances, au niveau de la fonction publique camerounaise, mais également au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Je crois que par rapport à ma formation, j'ai décidé d'être le porte-parole de tous ces travailleurs qui ont des problèmes et à voir leurs droits finalement être payés. De tous ces employeurs qui exploitent les employés sans pouvoir les affilier au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale ou au niveau de la fonction publique, tout cela qui n'arrive pas à obtenir avec célérité les différents droits. J'ai décidé de faire cette lutte-là, c'est pour cela que je salue les syndicalistes du Grand Nord. Merci. Merci Lucien Bidima. On va donc ajouter la casquette des syndicalistes aux multiples autres qui sont les vôtres. Merci d'être présents sur ce plateau. Nous allons sans transition aucune, chers messieurs, chères dames qui nous regardez de par le continent africain. Je sais que vous êtes nombreux du côté du Congo-Brazzaville. Nous avons échangé en off. On va trouver un point d'ancrage, un pont avec Brazzaville. Nous allons
je l'ai dit, aller du côté de Paris. Paris avec justement cette mise en examen de Pascaline Bongo. Alors, sa dernière actualité, Patriarche Bikoro, de ce côté-là, elle a été mise en examen. Il faut dire que c'est depuis pratiquement décembre, mais ce n'est que maintenant que la nouvelle fait écho. Pourquoi ce décalage entre la mise en examen et le fait de rendre public? Y a-t-il des événements qui ont permis à ce que cela ne soit pas public, ou alors tout simplement c'est le temps de la justice française? C'est là que se trouve justement la petite bête. Parce que l'affaire Pascaline Bongo date depuis 2009. Et les affaires de biens mal acquis trouvent leur fondement même dans le petit cantillon de l'histoire africaine. Parce que la première victime, je crois, c'était Mobutu Sese Seko, l'ancien président de Centrafrique, qu'on avait bombardé empereur, serti de tous les diamants qui étaient tombés dans les avions qui transportaient les diamants centrafricains pour la France. Sani Abacha a suivi après, et puis Théodore Obiang Mbazwa. En réalité, cela recèle des relations franco-africaines, avant qu'elles ne deviennent des relations européennes, africaines. Depuis les indépendants jusqu'alors, la France tutélaire a cru devoir dire qu'elle va aider les Africains à bien gérer leurs avoirs. Donc on transportait soit nuitamment, soit en journée l'ensemble des biens qui sont des biens appartenant aux Africains. Ces biens entrent goulûment et sans aucune restriction dans le territoire français, dans les banques françaises. Et le premier de ces biens, c'est le franc CFA, qui est entré en France et qui a eu de la peine à connaître la porte de sortie pour entrer en Afrique jusqu'aujourd'hui. Vous allez donc constater que quand ces chefs d'État, dont les tutelles pensent encore qu'elles sont bien séantes dans leurs relations, les biens qui sont devenus mal acquis aujourd'hui rentrent sans problème en France. Et une fois que l'on soupçonne, pour le cas de Bianga Mbazwa, qui découvre le pétrole longtemps après l'ensemble des pays africains producteurs de pétrole, il est un des pays les plus pauvres, dans tous les sens, au propre comme au figuré, et décide un matin, lorsque la manne américaine lui dit qu'elle a le pétrole dans son sein, parce que la puissance tutélaire, qui était l'Espagne, cousine de la France, lui avait dit qu'il était impossible que le Gabon ait le pétrole, le Cameroun le pétrole, le Nigeria le pétrole. Vous voyez que ce sont les pays voisins de la Guinée équatoriale, qui n'est qu'un petit bout de terre encastré dans ces pays qui pompent le pétrole goulûment et qui a donné une guerre à votre pays, le Cameroun. Je crois que ça doit être la guerre de Bakassi. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Ça a dû prendre une autre dénivellation aujourd'hui qu'on parle nord-ouest-sud-ouest. Et le jour où les Américains leur disent qu'ils ont le pétrole, subitement la Banque mondiale, le FMI, bras séculier de la France, arrive et leur dit qu'il faut garder l'argent là pour les générations futures. Obiang m'a dit, mon frère, les générations d'hier n'ont pas mangé. Celles d'aujourd'hui ont les cuillères à main, la nourriture est encore au feu. Vous commencez à penser aux générations. Comme c'est une condition pour que la Banque mondiale m'accompagne, je prends l'ensemble de cet argent, on va construire la génération future à l'intérieur de la Guinée équatoriale. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Guinée équatoriale, vous allez voir qu'il y a vraiment un investissement pour les générations futures. C'est-à-dire tout ce que la Banque mondiale et le FMI vous font construire, ils ont tout construit en Guinée équatoriale. Et le lendemain, le mot bien mal acquis est né. Oui. En France, en réalité, c'est un stratagème. On passe par Sherpa et autres là, ce que vous appelez ONG, société civile, qui estime que non, l'argent qui est entré depuis 20 ans aujourd'hui, parce que celui qui a fait entrer n'est plus avec nous, on décide un matin qu'il faut récupérer cet argent qui ne sort pas toujours. L'avion de Bianga Mbazwa n'est jamais rentré. Les acquisitions immobilières de ses enfants, de sa famille ne sont jamais rentrées. Pour Bongo, on en sait aussi quelque chose. Et c'est comme ça donc que la réponse à votre question trouve son fondement. Pourquoi on laisse que ça entre? Ça produit, ça dure, et un matin on dit que non, on vient de se rendre compte que quelque chose est entré frauduleusement, et quand on réussit à rapter ça, les victimes présumées attendent que l'argent rentre. C'est le cas de la famille Bongo. Moi je pense que c'est comme ça que je crois comprendre la réponse que je peux donner à votre question, pourquoi est-ce que ça dure. On ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un problème. Il paraît simplement que c'est le transporteur qui n'est plus à l'odeur de sainteté avec là où il allait déposer. Merci, Patriarche Bikoro. Cher monsieur, alors comment est-ce qu'on fait lorsqu'on s'appelle Bongo et que le père décédé, le frère en exil, à Paris où on croyait avoir
ses habitudes, on se retrouve traqué par une horde d'inspecteurs financiers, on se retrouve traqué par la justice et on vous dit tout de suite que l'affaire des biens mal acquis va continuer et que la mise en examen est quasi permanente. Comment est-ce qu'on fait? Pascaline Bongo, c'est 66 ans, elle n'est plus toute jeune. Monsieur Barra, voyez-vous, les histoires de familles, des chefs d'État qui sont impliqués ou accusés de ci ou de ça, à tort ou à raison, ne sont pas l'apanage des Africains, hein, il faut aussi le souligner. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on fasse comme si c'est seulement en Afrique que les familles des chefs d'État sont accusées. Nous avons aux États-Unis, la famille Biden a été accusée de ci ou de ça. Nous avons même un chef d'État en fonction aujourd'hui qui, lorsqu'il n'était plus là, il a été accusé, il a été traîné auprès de la justice de son pays. Et en plus, il faut comprendre aussi que la posture, une première dame n'est pas exempte de toute poursuite judiciaire. Mais là, il ne s'agit pas d'une première dame. Pascaline Bongo, c'est la fille née de l'ex-chef d'État. Oui, donc le fils d'un chef d'État ou la fille d'un chef d'État n'est pas exempt de toute poursuite judiciaire. Oui. Ça existe. Pourquoi? Parce que de par la posture de ton père, il y a les trafics d'influence. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a le blanchissement d'argent, il y a, par exemple, créer des sociétés écrans. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tant qu'enfant d'un chef d'État. Donc, on n'est pas exempt. Est-ce que vous comprenez le timing de la justice française? Allons-y rapidement. Donc, il faut d'abord éclairer la lanterne des uns et des autres. Il ne faut pas qu'on fasse comme si c'était quelque chose qui ne concerne que des Africains. Lorsqu'on a un père qui est chef d'État, on est susceptible de jouer des trafics d'influence. Ça se trouve un peu partout. Nous avons le fils de Biden qui a été accusé. Nous avons d'autres ailleurs. Nous avons même un ancien chef d'État dernièrement qui a perdu sa Légion d'honneur et qui est presque en prison. Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui sont... Là où il y a un problème, c'est que ce soit la justice d'un autre pays qui s'engage à poursuivre les biens d'un pays, soi-disant les biens d'un pays, je ne sais sous quel prétexte. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire, comme le doyen le disait, en fait, nous subissons là, jusqu'à aujourd'hui, cette tutelle de la France qui veut maintenir, malgré le fait qu'il y a des révolutions un peu partout en Afrique, qui tient tellement à garder les chaînes, ces chaînes sur l'Afrique, sur des familles influentes, parce qu'il n'y a pas de raison à savoir que une justice des inspecteurs financiers d'un pays quelconque s'acharne sur les biens, quoi que l'on dise, on ne peut pas trouver de raison à cela. Même s'il s'avérait même que ce soit vrai. Est-ce qu'il n'y a pas, comme je vois au Congo démocratique, nous voyons un ministre de la Justice qui est convoqué, qui est poursuivi, qui est consulté, et jusqu'à aujourd'hui, il a été dit clairement qu'il ne sort pas de la capitale. Ça veut dire que notre système judiciaire est crédible si nous pouvons le voir au Congo démocratique. Pourquoi le Gabon aujourd'hui ne peut pas s'en récupérer, puisqu'il y a eu une transition, il y a un nouveau chef d'État, pourquoi ils ne peuvent pas prendre ce dossier en main et le mettre en charge à la justice gabonaise afin que l'on sente un tout petit peu une certaine ou alors une indépendance certaine de notre justice. Donc moi je pense que ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas à la France, ce n'est pas à la mère patrie, comme ils veulent tellement nous maintenir sous le joug, d'inspecter et de craquer nos biens que nos chefs d'État ou nos gouvernants ont volés. Merci Jean de Dieu. Jean-Moïse Mbok, c'est pas à la France ou alors c'est pas nouveau. On ne les compte plus, les chefs d'État africains qui ont eu mal à partir justement avec ce syllogisme bien mal acquis à chaque fois. Et pire encore, c'est lorsque le patriarche ou le président... Je t'aime moi non plus. C'est une affaire d'influence, c'est une affaire de domination, c'est une affaire de contrôle. Oui. Il faut donc que l'Afrique qui veut s'émanciper se dote de tous les moyens pour réellement s'émanciper. Je mets mon argent où et à quelles conditions? Comment je le récupère?
Est-ce que c'est quand je veux? Est-ce que c'est quand les autres veulent? C'est tout ça qu'il faut harmoniser aujourd'hui. Donc, pour sortir, le cas Pascaline nous interpelle une fois de plus pour dire à la nouvelle génération, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit ailleurs, que le tout n'est pas de s'émanciper de ces gens-là. Il faut réfléchir à se protéger aussi sur la durée. Parce qu'eux, ils ne sont pas partis pour rester chez eux. Ils sont partis pour réfléchir comment revenir chez nous. Parti pour revenir, Timothée et Somba, mais le cas Pascaline Bongo pourrait être symptomatique justement de cette façon de faire qui ne surprend plus personne aujourd'hui sur le continent. Il suffit de n'être plus aux affaires pour voir vos biens tout de suite saisis. Il suffit que vous soyez débarqué par un coup d'État ou par autre chose. Tout de suite, vos biens sont saisis et on vous accuse de ce qu'on ne vous accusait pas hier. Stéphane Barga, l'affaire Pascaline Bongo est à la lisière de deux lectures. La lecture juridique et la lecture politique. Du point de vue juridique, je vais entrer en me posant à moi-même une question. Pascaline Bongo travaille où? Pascaline Bongo a travaillé où avant? Elle est le PDG de quelle société? Elle était quand même directrice de cabinet du président Omar Bongo. Voilà. Elle était ministre des Relations des Affaires étrangères au Gabon. Voilà. À partir du moment où vous avez donc un emploi qui est supposé avoir une rémunération claire, des avantages connus, il est très facile pour vous de justifier vos biens. Donc, on n'a pas à rougir de cette mise en examen. La mise en examen, c'est l'étape préliminaire avant l'ouverture de l'enquête. Oui. Est-ce que le droit français, dans le cas d'espèce, est respecté? Oui, le droit français est respecté. Le délit de bien mal acquis, le délit de corruption, le délit de blanchiment d'argent venu de l'étranger sont bien prévus dans l'arsenal juridique français. Plus loin, il y a même une résolution des Nations Unies qui a été adoptée sur les questions de corruption, de blanchiment d'argent ayant un élément d'escranéité. Donc, nous sommes bien dans le territoire du droit et le droit va s'appliquer. Mais plus loin, moi je vois une lecture politique. Oui. Et la lecture politique ici, c'est laquelle? C'est que le Gabon sort d'une situation de coup d'État. Le coup d'État, tel qu'il s'est perpétré, a bénéficié des mains noires. C'était quasiment une révolution de palais. Plusieurs personnes ont susurré que Pascaline Bongo était justement la main noire de l'intérieur qui a facilité la prise de pouvoir au général Oligui Nguema. Je préfère rester au conditionnel. Vous faites bien. Oui. Alors, je me dis aujourd'hui, en suivant cette piste, que le général Oligui Nguema a déjà confortablement installé, élu démocratiquement, n'a plus besoin de quelqu'un au-dessus de lui qui va lui dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire pour gérer le Gabon. Mais comment se débarrasser donc de ce parrain encombrant? Il faut ouvrir le placard pour faire ressortir les cadavres. Alors, est-ce que Pascaline Bongo, c'est pas la première fois qu'elle est justement interpellée ou alors questionnée pour ces questions de mise de biens mal acquis? 2015 déjà, il y avait eu les premières tentatives. Il y a eu 10 ans sans qu'il y ait le moins de bruit. Et après, on revient aujourd'hui et on ressort l'affaire du placard, comme vous dites. Le timing de la justice semble un peu suspect, Timothée Somba. On ressort donc l'affaire du placard, justement, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir les coudées franches. Vous voulez le voir, cette main-là, de Libreville? Je reste au conditionnel. Je fais ce qu'on appelle la fiction. Je suis dans la fiction juridique. Ce n'est pas donné beaucoup de la pouvoir aussi à la ou... France, parce qu'il a donné beaucoup de pouvoir au président Oligui, parce qu'il manipulerait la justice française, c'est quand même fort. Le président Oligui a été reçu à l'Élysée. Le président, le coup d'État au Gabon n'a pas été condamné par la France. Ce sont des indicateurs. Les entreprises françaises au Gabon n'ont pas fermé. Et une fois qu'il a été élu, il a été félicité par la France. Comme par de nombreux pays. Comme par de nombreux pays. Donc je me dis, en suivant l'hypothèse de Pascaline Bongo, main noire, qu'il est question pour Oligui Nguema aujourd'hui d'être réellement le chef d'État du Gabon. Alors, on lance un avertissement à Pascaline qui peut-être a commencé à être offusqué
du fait qu'on ne la consulte plus. Ça c'est vous qui le dites. Vous n'êtes Je pas dans le secret des dieux. reste dans l'hypothèse. Oui. Oui, je reste dans l'hypothèse. Parce que ce sont des éléments qui sont difficilement vérifiables dans la factualité. Oui. Donc, il faut rester prudent. Ce n'est qu'une lecture Oui. et qui n'engage que moi, qui peut être battu d'un revers de main. C'est pour ça que je me sens à l'aise. Parce que dans la fiction, on ne court pas le risque d'être suspendu. Donc, à partir de cet instant, on peut comprendre. Et on peut donc questionner si réellement elle était la main noire qui a lubrifié la prise du pouvoir pour Oligui Nguema. Est-ce qu'elle n'est pas en train de payer la trahison contre sa famille? Oui. Parce que lorsque vous participez à un tel événement, c'est difficile d'avoir toutes les garanties. Elle va donc rentrer où? Elle ne peut pas rentrer chez Ali, qui lui quand même a conservé quelques biens. Elle ne peut plus facilement revenir chez Oligui Nguema. Il est donc bon que les Camerounais qui nous écoutent, les Africains qui nous écoutent, sachent qu'il y a des choix qu'il faut opérer, mais le plus important est de savoir les opérer. Soit vous êtes un philanthrope, vous prenez le pouvoir à gauche, vous le distribuez à droite, et vous oubliez savoir donner comme a chanté Florent Pagny, si je ne me trompe pas, donc donner sans regarder derrière. Oui. Soit alors, en faisant les jeux de pouvoir, vous vous débrouillez à rester au cœur du pouvoir. Une chose est sûre, comme le disait Machiavel, pour être un bon roi, une fois que vous êtes au trône, il faut détruire tous ceux qui vous ont permis d'être au trône. Et c'est donc ce jeu de machiavélisme que mes yeux sont en train de voir sur l'affaire Pascaline Bongo. Merci Timothée Somba, Lucien Bidima, jeu de machiavélisme, mais ce qui est clair, c'est que c'est un pilier, c'est le dernier pilier de la famille Bongo qui est ainsi attaqué. Quitte à voir, Totalement rompre. peut-être on est là véritablement en train de tourner une page d'une famille qui aura regenté la vie publique et politique au Gabon durant pratiquement une centaine d'années et que ceux qui s'inscrivent dans l'avenir voudraient peut-être s'inscrire dans l'avenir avec d'autres acteurs émergents. Malheureusement, ce problème qui nous interpelle ne doit pas être une fiction, parce que c'est un problème très sérieux. Le problème qui se passe entre les dirigeants africains ou les ex-dirigeants africains, ou entre les relations que nous entretenons avec la France. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que quand vous regardez les ex-présidents, vous regardez ceux-là qui sont issus de la France, c'est-à-dire de la colonisation française, vous allez voir que c'est eux qui ont trop de problèmes. Regardez ceux qui viennent de la colonisation anglaise, vous allez voir qu'ils sont arrivés au pouvoir par des méthodes démocratiques, sont repartis au pouvoir, ils occupent des postes de responsabilité de part et d'autre. Mais ce que nous sommes en train de vivre, moi j'ai toujours été un peu réservé par rapport à la France, mais ce que nous sommes en train de vivre est catastrophique. n'est pas bien. Catastrophique, d'autant plus qu'à un moment donné, il n'encourage pas justement la tenance dans les pays africains. Ils veulent toujours, parce que quand un chef d'État peut imaginer qu'après lui, il sera traqué, sa famille sera traquée d'une manière ou d'une autre, mais soyons quand même sérieux, est-ce que la France, le tribunal français est devenu le tribunal africain? Vous vous imaginez à un moment donné que si on se mettait justement à juger tout ce que la France a fait contre l'Afrique. Dernièrement, je me souviens, ils sont venus ici au Cameroun, ils ont dit que apparemment ils auraient participé à des massacres. Quand ils parlent d'apparemment, ils auraient participé au massacre. Eux, ils ne doivent pas être jugés. C'est vraiment, il n'y a pas de responsables là-dedans. Il y a une commission qui a été mise sur pied. La commission, bon, on attend concrètement les résultats. On a eu des résultats déjà. Alors, je dis aujourd'hui, le problème des alliés des Bongo, quand vous vous souvenez que le président Bongo, paix à son âme, quand il vivait, il a financé les campagnes en France. Oui. Il était l'ami de Giscard d'Estaing, il était l'ami de Chirac, il était l'ami de François Mitterrand. Il participait même à choisir au choix d'un certain nombre de dirigeants. Tout simplement pourquoi? Parce que le sous-sol gabonais était très riche. Et à partir du sous-sol gabonais, on pouvait s'abreuver eux-mêmes. Ils pouvaient venir au Gabon prendre des ressources pour financer leur campagne d'une manière illicite. Mais là, ils n'en parlent pas. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que
l'Afrique reste otage de la France. Oui. Moi, toujours réservé sur ces questions, je deviens plus ou moins pas plus réservé du tout. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, le patriarche le disait, vous croyez, bon, ce n'est pas un problème de fiction qu'aujourd'hui, c'est un problème même de vol au niveau de la France. On ne peut pas comprendre qu'au Biangema, il y a eu les biens mal acquis. Mais ces biens-là ne sont jamais revenus en Guinée équatoriale. Moi, je me souviens en Guinée équatoriale, justement, le patriarche parlait en 2005. La Guinée équatoriale était l'un des pays les plus pauvres du monde. Moi, j'y étais allé à Malabo, Yabata. Mais quelque temps après, quand ils ont découvert le pétrole, que les autres refusaient par l'entremise. Mais aujourd'hui, la Guinée équatoriale est presque l'Eldorado. Et ça fâche les Français. Et tout simplement parce qu'à un moment donné, Obiangema a commencé à vouloir diversifier la diplomatie, les relations avec les autres pays africains. Alors, mais quelle est cette histoire qu'on essaie toujours en otage? Non, petit frère, ce n'est pas Oligui qu'ils veulent peut-être desservir, ils veulent plutôt prendre Oligui en otage, en disant que regarde ce qu'on fait à Pascaline. Toi-même, d'une manière ou d'une autre, on pourrait te faire ça. Ce n'est pas normal ça. Oui. Bon, alors, Pascaline Bongo, aujourd'hui, à participé, on le sait, quelqu'un demandait, il travaillait où? Il travaillait justement dans le cabinet noir de son père pour servir les intérêts français. Elle a Ça, une il faut le fonction dire. publique. Elle a été Dans le cabinet noir de son père pour, servir pour protéger les intérêts français. Oui. S'il vous plaît. Il était au cabinet civil. Elle était au cabinet civil. Excusez. Alors, mais je dis aujourd'hui, on ne peut pas continuer à accepter ça. L'Afrique n'est pas un département français. L'Afrique n'est pas un arrondissement de Paris 5. Non, l'Afrique est un pays, est un continent qui a à son sein des États qui sont totalement indépendants aujourd'hui. Tout le monde sait. Je ma question à tout moment. Je ne veux pas développer. S'énerver plus que M. Bidima sur ce plateau parce que c'est tellement révoltant que, et je comprends très bien cette colère-là. Le monde arabe dans sa globalité, les Émirats et tous les pays de ces multimilliardaires arabes qui ont des gros investissements à Paris, des hôtels personnels, des Rolls-Royce et ainsi de suite. Vous n'entendrez jamais. C'est structuré. Non, vous n'entendrez jamais. Le chemin est structuré. Écoutez, c'est toujours... Oh là là. Alors, moi, tout ce que je veux simplement dire, structuré ou pas, ce que j'essaie de dire, c'est que chacun doit savoir défendre ses intérêts. Oui. Et je rejoins M. Bidima sur ce coup. On doit apprendre à nous défendre d'abord, avant d'essayer de voir ce qui s'est passé après. Parce que c'est nous-mêmes, finalement, les Africains, qui livrons nos leaders à la vindicte populaire, et les autres en profitent. On ne peut donc plus continuer comme ça. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, que ce ne soit plus négociable. La justice française, qui continue à faire dans le dilatoire, refuse, que ce soit en Guinée, et je le dis à Mondovision, que ce soit en Guinée, que ce soit au Gabon, elle refuse de coopérer parce qu'elle dit que les biens sont chez eux. Alors, il faut bien, à un moment donné, que l'Afrique réfléchisse aux moyens de retourner ce genre de situation-là. Merci, docteur. La négociation politique. Cameroun, il y a une décision de justice. Pour que la décision de justice s'applique, il a fallu des négociations. Merci Timothée. Je vais vous prendre la parole avant que le patriarche dise un mot et qu'on sorte de l'introduction. La mémoire diplomatique est un outil de souveraineté. Dans un monde multipolaire, il est question aujourd'hui que la diplomatie, ou alors les diplomaties africaines, innovent. C'est-à-dire que le silence que nos États en Afrique, à chaque fois qu'il y a un tel événement, le silence diplomatique n'est plus une option. Nous finissons de parler ici. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut que la seule manière de prouver que la justice gabonaise est une justice, est un levier puissant, c'est de ramener ce procès au Gabon par tous les moyens, pas par voie de confrontation, mais par une voie diplomatique forte, innovante, qui se veut réinventer dans un monde multipolaire et dans un monde aussi qui est en pleine mutation. Donc il faut qu'aujourd'hui, les Africains doivent se réinventer diplomatiquement et géopolitiquement. Il est temps de sortir du rôle de spectateur. Où on traîne en justice un citoyen du Gabon et la justice ne dit rien, la diplomatie ne dit rien, occupé de très ayant occupé de très hautes fonctions, comme le dit le docteur, mais
nous sommes là, que ce soit à Malabo, que ce soit au Cameroun, que ce soit... Il faut aussi que les institutions africaines parlent. On va compris. L'Union africaine... Permettez-moi, on va comprendre. Que l'Union africaine sorte de son silence qui nous serve à chaque fois que nous sommes méprisés et humiliés de la sorte. Comment est-ce que vous entrevoyez la sortie de... Pas cette fiction, mais de cette histoire, puisqu'on est quasiment au 5e ou 6e épisode. Il ne manque plus, je ne sais qui. Le président Obiang a été interpellé, le président Bongo, c'est quasiment tous les jours, le président Sassou au Congo, même chose. Alors, comment est-ce qu'on sort de cette saga? Moi, j'ai les larmes aux yeux. J'entends parler de justice. Il y a 3 éléments fondamentaux pour actionner la justice. L'élément légal. Oui. Vous appelez ça comment? Il faut que ce soit éprouvé par la loi. Il faut qu'il Oui, l'élément légal. Oui. L'élément matériel, la commission de l'infraction et le lien de causalité. Très bien. Ce qu'on appelle l'imputabilité. Non, ça va mon fils. Commençons par le lien de causalité. Vous dites que le Gabon doit dire que le procès vient de chez lui. Le Gabon a porté plainte. Moi, les jeunes Africains, mais désolé. Le Gabon a porté plainte. Vous faites un enfant à la femme de quelqu'un et vous demandez que lui, qu'il négocie avec vous comment? Le Gabon n'a pas porté plainte. Pourquoi vous voulez lui faire porter quelque chose? C'est la même chose que l'on voit avec vos histoires. Boko Haram arrive au Cameroun, dit Paul Yadou aller négocier. L'affaire sort du Nigeria. C'est une affaire d'opinion. Les jeunesses africaines doivent avoir un nouveau langage. Ouais. Parce que le langage dans lequel vous voulez nous amener n'a pas été fait par vous. Le code Napoléon n'est pas le code camerounais ou le code gabonais. Je vous invite à toujours observer doucement les choses. Ou bien de même besoin nationaliser tous les biens des Équatoriens dans tout le monde entier. Pourquoi ce n'est jamais revenu? On avait dit que les biens de l'enfant n'étaient pas... Il a volé. On a dit, ok, l'État équatorien dit, oui, nous nationalisons. C'est jamais arrivé. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont refusé. Moi, j'ai été à Addis Abeba il y a cela 9 ans. Au sommet de l'Union africaine sur la corruption. Faites un effort pour bien regarder ce qui se passe dans le monde entier, parce que la géopolitique, c'est le modèle. La corruption est institutionnalisée par les Nations Unies, à travers les ONG internationales. Au nom de quoi vous voulez me donner un point d'eau aménagé? C'est plein international qui vient le mettre dans mon village. Les histoires de les marchés qu'on lance, ça fait 4 mois. Après, on fait des négociations. Qui les a installés? Ce sont les Occidentaux. Il faut faire attention. Maintenant, je vous laisse l'école occidentale. Moi, je prends la compréhension d'un Africain bien mal acquis. Pourquoi vous ne faites pas un débat sur bien mal acquis? Quel est ce procès qui reste dans les vaporisants? On dit il aurait. Bien mal acquis renvoie à quoi? Est-ce que le coltan qui part du RDC pour aller construire la croissance à 8 chiffres aux États-Unis et en Europe, est-ce qu'on a demandé la vie des gens de RDC? Est-ce que c'est bien acquis? Dans ma compréhension d'Africain, c'est un bien mal acquis. Tout à fait. Le franc CFA que nous réclamons, je tiens, il paraît que pour voler l'argent en Afrique, il y a le franc CFA. Vous passez par le trésor français. Il paraît. Puisque tout ce que tu peux voler, dès que ça sort du territoire, si tu as entendu qu'on a volé $1 million, ça veut dire que le trésor français est au courant. Donc, on nous boussole les oreilles avec un syllogisme qui ne convient à rien. Là-bas aussi, c'est les opinions françaises qu'on a utilisées. Il n'y a pas une législation en France sur les biens mal acquis, jeune homme. On a utilisé une ONG. Il paraît que vous en avez essayé la société civile. La société civile vient nous rappeler les lois françaises, alors qu'elle doit nous rappeler un certain nombre de choses. Troisième chose, monsieur, moi, mes enfants fréquentent dans les meilleures écoles, en France comme au Cameroun. Et vous demandez à l'enfant d'un chef d'État qui a fait 45 ans d'avoir la peine aller vivre là où les Africains vendent les bâtons de manioc en France. Ça s'appelle comment? Château Rouge. Château Rouge. Ton père est chef d'État, 47 ans. Tu ne payes pas le loyer, tu ne fais rien. On te demande de vivre comme un gars qui vit à Châteauroux. Psychologiquement, on vous prépare chaque fois que vous avez un leadership
assez dire que ce leadership, la preuve que de Biamalaki ne concerne que les chefs d'État et leur entourage. Cela sous-entend que les comptoirs économiques, qui sont tous des revendeurs de bois de sardines, de ces gens-là ne sont pas concernés par le Biamalaki. Moi, je préfère, et je le dis toujours, ne pas considérer ce qui se passe comme une affaire de la France d'aujourd'hui et des Africains d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi le considérer comme étant quelqu'un qui a faim et qui ne peut pas comprendre que là où il allait souvent prendre, on s'est réveillé, il bloque. Je parle terre à terre pour que les gens me comprennent. Oui, on comprend. Les politiques français, aujourd'hui, Mélenchon l'a dit, dans le mouvement de l'anti-français, instauré par les nouveaux leaderships mondiaux, il n'est pas bon qu'à ce moment-ci, les relations entre les Africains commencent à se raccélérer, à revenir au bon top, que l'on croit que des gens qui n'ont jamais mis pied en Afrique, parce que les nouveaux dirigeants européens là, ils sont tous 24, 26, 20, vous qui voulez les jeunes là, ils n'ont jamais mis pied en Afrique, ils ne savent pas comment ça fonctionne dans les mécanismes internationaux et les géopolitiques. Oui. Ils sont assis dans un truc, et dans ta Afrique, ils croient que c'est une histoire à dormir debout. Chaque mot, chaque virgule mal placée dans une phrase, dans la relation entre les Occidentaux et l'Afrique, peut être un brasier qui peut refaire dégringoler les efforts qui sont faits au niveau des peuples, au niveau des nations. On se sent très à l'aise d'aller en France, les Français se sentent très à l'aise de venir ici. Allez à l'Est. Je n'ai pas dit du Cameroun, je dis seulement aller à l'Est. Vous verrez que chaque arbre a le nom d'une personnalité occidentale. On n'en parle pas beaucoup. Merci. Moi, je pense qu'il faut cesser d'infantiliser les Africains. Il faut que les Africains qui vont nous remplacer demain sachent que les motifs de convergence, comment aimer son pays, comment aimer son leader, les motifs de divergence, comment haïr son pays, comment haïr son leader ne soient pas faits à l'aune de la chrétologie faite de l'autre côté. Merci, Patriarche Bikoro. Très rapidement, on prend une ou deux réactions. C'est vrai que les Gabonais, ceux du Gabon, sont éminemment présents. Mais disons un mot. Bonsoir Stéphane, bonsoir ton riche panel. Belle émission pour la thématique et l'ordre du jour. À l'ordre du jour, pour moi, l'Afrique paye juste son lourd tribut sur ses amitiés d'hier et les vérités d'aujourd'hui. Que ça serve de leçon à la nouvelle classe dirigeante africaine. On va s'arrêter là. Merci à vous, Landry Manga, pour la contribution. Bonsoir le plateau, bonsoir Stéphane, DP Somba. L'affaire de c'est bien la date. Cette affaire n'a rien à voir avec Olignyema. Cette théorie ne marche pas parce qu'Aline et le clan Bongo sont poursuivis début de l'année pour cette affaire. Maintenant, question. La France ne force aucun chef d'État à acheter des biens en France. Je n'ai jamais entendu ce genre de scandale sur son excellence Paul Biya ou encore Laurent Gbagbo et certains autres. Regardons-nous devant une glace avant de systématiquement accuser les autres. Merci à vous, Ghislain Binda, depuis le Brésil. Très rapidement, on prend une autre bonne émission. Patriarche Bikoro, merci. À votre âge, vous n'avez plus peur de rien et n'attendez plus quelque chose. Merci, merci, merci. Signé M. Abega. On s'arrête là parce qu'on a une autre problématique encore plus sensible qui nous interpelle. On ne prend pas de transition, on se tourne juste vers le docteur Jean de Dieu Evuna pour cette fois-là évoquer l'avenir des chefs d'État africains, puisque pour certains, il s'inscrit en pointillés. On a évoqué le cas de Joseph Kabila, on a évoqué le cas de Macky Sall, on parlait de Laurent Gbagbo, on parlait justement aussi de tant bien d'autres qui sont quittés des affaires et qui essayent parfois de revenir, ou alors qui sont pourchassés par ceux qui sont arrivés. Comment est-ce qu'on essaye de préserver l'intégrité, mais surtout l'honneur de ces chefs d'État partis? Comment est-ce qu'on peut préserver l'honneur d'un chef d'État qui a été, d'un homme qui a été chef d'État, père de la nation, chef de la magistrature suprême, chef de l'exécutif, qui légifère des lois, qui décide des lois, qui promulgue des lois qui sont légiférées à l'Assemblée nationale? Comment est-ce qu'on peut protéger un tel homme après son magistère? C'est assez complexe parce que moi j'ai une autre manière de voir pour quelqu'un qui a assumé toutes ses fonctions, sachant qu'en Afrique tout est centralisé entre les mains des chefs d'État. Je crois que après le magistère d'un tel homme, il faut s'attendre aussi à un bilan. Il faut s'attendre à ce qu'on fasse le bilan de ce qu'il a fait. Oui. Et pour cela, étant donné que dans nos pays, les
je veux dire, le législatif et l'exécutif ne sont pas séparés. Alors ça, c'est vous qui le dites. Nous, on est dans un pays où c'est séparé. Non, non. Ne donnez pas l'impression que nous sommes dans des républiques bananières. Vous le dites. Je l'assume, je ne parle pas du Cameroun, je parle de... Faisons attention à l'image que je vous dis, pour quelqu'un qui a été père de la nation, je reprends mon propos, père de la nation, chef de la magistrature suprême, chef de l'exécutif, qui, lorsque les lois sont légiférées à l'Assemblée nationale, c'est lui qui les promulgue. Il est complexe que cette personne soit dédouanée après son magistère du bilan qui sera fait. C'est pour cela qu'il est difficile de les protéger. Parce qu'ils ont assumé tout ce qui constitue l'État en une telle personne. Le président Clinton aujourd'hui, qui roule carrosse, qui vit tranquillement sa retraite aux États-Unis, n'a pas fait d'erreur. Parce que là-bas, le législatif et l'exécutif sont séparés. Parce que là-bas, un ancien président peut être poursuivi. Parce que là-bas, les décisions ne se prennent, on peut faire obstacle à un chef d'État en exercice, comme nous l'avons vu actuellement concernant Trump. C'est-à-dire, il y a certains magistrats qui annulent les décrets du chef de l'État. Est-ce que c'est possible dans nos États pendant l'exercice d'un chef d'État? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est assez complexe. Il est bien beau de dire qu'on doit les protéger, d'autant plus que ceux qui gouvernent ne pensent pas, après leur départ, à faire autre chose qu'à revenir. Nous avons l'exemple au Congo démocratique, où nous avons un ancien chef d'État qui se retrouve aujourd'hui être à la tête de la rébellion, ou alors en train de soutenir la rébellion. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ou alors, comment pouvez-vous comprendre que nous avons des gens qui n'ont jamais pensé à être autre chose que chef d'État? Hein? Nous avons, que ce soit après 30 ans, 40 ans, on doit penser à devenir autre chose. On doit même penser à mourir. Parce que là, ça vous engage. Non, on doit même penser. Non, permettez que je dise. Parce que tout le monde doit vivre avec la pensée de la mort. On doit même penser à quitter cette terre et à pouvoir changer, et à pouvoir rendre compte, même devant Dieu. Tout cela parce qu'on a été chef d'État. C'est pour cela qu'il y a un verset biblique qui dit c'est la justice qui élève une nation. Lorsqu'une nation est sujette à une justice équitable, vous verrez que aucun chef d'État ne sera inquiété s'il a gouverné dans l'équité en exerçant une justice équitable. Il ne sera pas inquiété, il n'aura pas de soucis. C'est pour ça que la Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Merci. Mais parce que dans nos États ne sont pas fondés sur la justice, sur la séparation des pouvoirs, sur la manière de laisser la justice, parce que c'est la justice qui garantit le gouvernement. On va compris. C'est la justice qui garantit les meilleurs investisseurs. C'est la justice qui garantit... On va compris. Je reviens vers vous. Permettez qu'on prenne la vie de Lucien Midjima sur le plateau. Alors, Lucien Midjima, on sait véritablement que sur le continent, c'est la peur bleue. Lorsque un patriarche, un président doit s'en aller, il ne pense plus qu'à lui. Ou alors il ne pense pas seulement à lui, il pense à tout son entourage. Parce que parfois, malheureusement aussi, on assiste à une chasse aux sorcières. Lorsqu'on a fait un temps assez conséquent au pouvoir, parti, c'est souvent compliqué. Comment est-ce que vous qui arrivez après, on a vu en Angola, tous les malheurs qui sont arrivés à Isabella dos Santos, lorsque le poulain de son père d'hier est arrivé aux affaires, c'était la chasse aux sorcières. Comment est-ce qu'on fait pour préserver l'héritage d'un chef qui s'en va? Il faut aussi citer qu'il y a eu les autres qui sont partis. J'essaie de voir, il y a Kenyatta du Kenya, oui. Puis aujourd'hui il y a Jakaya de la Tanzanie, oui. Il y a Ellen Johnson qui continue à faire des activités tout à fait normales. Mais je crois que quand je cite là, je n'ai pas cité un seul président issu de la France-Afrique. Il faut voir le problème. Et le problème est vraiment Abdou Diouf, oui. Il y a Abdoulaye Wade qui est parti. À un moment donné, il y a eu les problèmes, vous permettez. Il y a Macky Sall qui a difficulté. Oui, le Macky Sall qui a difficulté. Je voudrais dire, le vrai problème, et c'est ça le fondement de ce dont la nouvelle génération doit y penser. Oui. Le problème de l'alternance est lié à l'avenir personnel d'un chef d'État.
Ça, il faut le comprendre. Ça veut dire quoi si je suis chef de l'État, en fait? Pas Bidima, bien sûr, ça peut aussi arriver, mais bon. Je dis, si je suis président et que je sais, le docteur disait que quand on gouverne, on doit gouverner avec éthique, on doit gouverner. Mais vous parlez de ça quand vous êtes à l'extérieur. Vous ne savez pas les décisions que vous êtes obligé de prendre, indépendamment de vous. Pour préserver peut-être la paix, pour préserver l'éthique, pour préserver la gouvernance, pour peut-être même préserver le développement de votre pays. Vous êtes amené au quotidien à prendre un certain nombre de décisions. Oui. Qui, le moment venu, d'autres peuvent juger que ces décisions-là n'étaient pas opportunes. Oui. Et que ces décisions ont été mal prises et que ça a entraîné un certain nombre de faits. En tout cas, c'est comme j'ai toujours dit, au Cameroun par exemple, si vous prenez ceux qui gèrent. Oui. Quand on arrive dans une entreprise ou dans un ministère, quelles que soient les conditions, on peut trouver une faute de gestion. Quand on ne peut pas trouver un détournement. Vous prenez l'exemple du Cameroun de Saint-Bidima. Non, quand j'ai dit ça, on a eu. Je parle de la gestion au quotidien. Nous sommes d'accord. Alors, mais j'ai dit, permettez le Cameroun aussi, c'est pas un pays africain. C'est un pays. Vous croyez que nous, je reste au Cameroun. Oui. On a eu donc un chef d'État qui est. L'Afrique n'a pas sa propre définition de la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas commencer à penser à cette démocratie africaine pour être protégé? Alors, mais j'ai fini. Quand vous pouvez imaginer qu'un chef d'État, encore en fonction, arrive quelque part, Oui. peut-être en France, on se met à l'insulter. On se met à dire de tout le mal de lui. On ne pense même pas au moindre petit bien qu'il a fait. Et quand même ce président-là qui était en visite en France rentre dans son pays, il a une autre idée. Il dit, si maintenant on m'insulte alors que je suis encore président, et si jamais je ne suis plus président, qu'est-ce qui va arriver? Donc nous, le peuple africain, nous devons nous protéger parce que véritablement ne croyez pas que les présidents français, les présidents américains, les présidents occidentaux sont aussi exempts, conduisent mieux le pays, ne trempent pas dans certaines choses que nous. Mais pourquoi eux, ils sont protégés? On a beau vous dire, on est arrivé là à dire, le président Sarkozy va aller en prison, mais qu'est-ce qu'on a fait finalement? Il va porter une chaîne au pied, il va rester chez lui. Alors que j'ai dit, je conclue en disant, nous devons protéger ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils nous gouvernent parfois dans des conditions très difficiles. Merci. Jean-Moïse Mbok, protéger ceux qui nous gouvernent parce que le pouvoir et sa solitude ne sont pas à la portée de tous les esprits. Mais la question est là. Les exemples sont légion. On voit dans la zone francophone, on était récemment, on observait au Mali, là-bas il y a même un président qui a été débarqué. Je crois... du côté du Burkina Faso, quasiment la même chose. Du côté de la Côte d'Ivoire, on a évoqué le cas Laurent Gbagbo qui a essayé de revenir, il est écarté. Du côté de la Centrafrique, il y a eu des coups d'État à l'appel avant que le président Touadéra arrive, le professeur. Du côté du Gabon, on n'en parle pas. On a vu récemment, on a l'impression que justement, il faut s'inscrire dans une perspective de chef d'État ad vitam aeternam pour essayer de ne pas subir les foudres de votre successeur. Ben, je crois que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et c'est ce que j'ai envie de dire à tous les anciens chefs d'État africains qui aujourd'hui ont eu le temps de reconstruire le contrat social. Parce que c'est de là que part le problème, au niveau du contrat social. Qu'est-ce qu'on est en tant que pays? Qu'est-ce qu'on souhaite faire en tant que pays? Où est-ce qu'on souhaite aller en tant que pays? Quelle est même la compréhension, la définition qu'on a de la fonction présidentielle? Donc, ces différents éléments-là, si on ne les met pas sur la table et on amène tous les citoyens à se reconnaître dans les définitions qu'on a faites, alors on aura de la peine à défendre un gouvernant ou un dirigeant qu'on n'a pas contribué à mettre en mouvement sa politique de gestion de la nation. Oui. Il est urgentissime aujourd'hui que l'Afrique, vous savez, moi je suis pro-dialogue et je ne vais parler que de ça parce que quand tout est à reconstruire, ça commence par le dialogue. Le dialogue, c'est quand même qu'on s'assied et qu'on se parle. Pas comme des ennemis, mais comme des gens qui veulent aller ensemble quelque part. Quand le doyen dit il faudrait que la jeunesse africaine s'asseye et apprenne, je suis d'accord. Mais qui s'assied en face de nous pour nous enseigner?
C'est là le problème qu'on a. Donc, c'est les deux générations. Je rejoins un peu M. Bedima à ce niveau parce qu'il faut bien que toutes ces générations s'asseyent. On doit s'asseoir et se dire intrinsèquement, voilà ce que l'Afrique est. Maintenant, dans la mondialisation, puisqu'il faut être avec les autres. Jean-Maurice, nous ne vont pas trop, sinon on risque de se perdre. Non, je reste sur le dialogue. Je reste sur le dialogue. Peut-être être dans la peau ou alors dans la perspective d'un président en fonction et qui voit son mandat arriver à fin. Je pars, je reste, je crée une embuscade pour rester. Qu'est-ce que je fais lorsque je sais, avec des exemples autour de moi, que celui qui arrive là après moi, il peut faire la légende quand je suis encore là, mais une fois que lui est là, comme en Angola, tout de suite, tout est rabattu en quatre et c'est votre famille qui est la première cible. Tout à fait, c'est pour ça que je parlais du dialogue. Maintenant, on met ça de côté. On vient sur la compréhension de la fonction présidentielle. Oui. C'est-à-dire que comment est-ce que le citoyen lambda voit la fonction présidentielle? C'est Dieu. Comment le président lui-même se voit? Il se voit comme Dieu. C'est-à-dire que il se voit comme celui qui détient tout, qui dirige tout, qui contrôle tout, qui gère tout, qui décide de tout. Alors, et pendant son magistère, il le fait et ça marche. Alors, il comprend bien que c'est la fonction qui a le pouvoir. Ce n'est pas l'individu qui a le pouvoir. Donc, peu importe l'individu qui se met à cette fonction-là, il peut l'exercer comme il veut. C'est pour ça que j'insiste sur le dialogue social qui doit redéfinir la fonction présidentielle. Parce que si en Afrique, ce n'est pas redéfini, si ce n'est pas encadré. M. Bedima lui nous rappelait de revenir à il y a 70 ans, à l'époque où nous en c'est un encadrement, c'est une forme d'encadrement, ça doit être redéfini. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Africains, parlant de démocratie? On doit le transcrire et l'enseigner. Vous savez, moi j'ai un problème avec la nouvelle éducation, la transition entre nous, pères là, et nous. C'est que nos pères ont vécu avec des vieux sages qui savaient leur inculquer l'enseignement sans parler, mais avec des gestes, avec une façon de faire, avec des codes. Maintenant, eux, ils veulent qu'on soit éduqué sans gestes, sans code, sans communication. Moi, j'ai un problème à ce niveau-là. Parce que le doyen Bikoro dit, fait très bien de rappeler le pont entre les deux générations. Oui. C'est important pour nous. Mais j'insiste sur le fait que sa notion de la présidence, c'est quoi? Ma notion de la présidence, c'est quoi? Est-ce que nous convergeons dans la même direction qu'on parle de la fonction présidentielle? Pour donc qu'il n'y ait pas de quiproquo, il faudrait qu'on le dise. Même si moi, plus je commets une erreur, que je dise quand même ce que j'ai cru comprendre de ce que j'ai vu, de ce que j'ai perçu. C'est lui maintenant qui vient dire, c'est pas comme ça que nous on a vu l'affaire là. Voilà comment ça doit s'organiser. Oui. D'où j'appelle de tous mes voeux un dialogue social, un dialogue franc, un dialogue sincère. Oui. Il ne faudrait pas que la vie politique africaine soit animée par les campagnes électorales. Elle doit être animée par le vécu, le quotidien. On va dans les écoles, dans les grandes écoles, dans les universités. On parle de la vie de la nation. Qu'est-ce que c'est que la fonction ministérielle? Les textes ne suffisent plus. Sinon, on n'aurait pas de corruption, de détournement. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la fonction présidentielle? On en parle. Votre avis, c'est lequel? Comment vous voyez l'évolution du monde? On associe la jeunesse parce que c'est facile de dire que la jeunesse est déconnectée. Mais elle se connecte à quoi et à qui quand il n'y a pas de repère? Nous appelons ici les aînés vivement à se mettre devant nous, pas quand il faut nous donner la sardine et du pain, mais quand il faut nous parler de ce que c'est que la politique. Je crois comprendre que le RDPC et les autres partis politiques ont des académies politiques où on enseigne le fonctionnement de la politique. On a besoin de ça. Merci. Le pays a, dans sa globalité, besoin de ça. Il faut donc aujourd'hui, je veux parler comme les autres, hein, parce que vous voulez me couper vite là. Moi, je pense que aujourd'hui, Stéphane, cette question est hyper sérieuse. Et les doyens l'ont dit, j'insiste là-dessus. Cette question de la fonction présidentielle, si on continue à laisser le vide, monsieur Vouna a dit tout à l'heure que le chef de l'État dans certains pays est le patron de tout. N'essayons pas de faire comme si ce n'est pas vrai. Dans certains pays, c'est vrai. Mais on ne le dit pas pour insulter l'Afrique. On le dit parce qu'il y a eu un vide qui n'est pas rempli et il faut qu'on le remplisse. Il est encore temps de le remplir. Donc, si ce n'est pas fait, ni dialogue social, ni encadrement des différentes fonctions, je suis président et je vois que rien n'est fait demain, je vais tout faire pour revenir. Merci. Timothée Somba,
Pourquoi la propension? On a vu la séparation, bien que M. Bijima n'aime pas le mot, mais on a vu le président Kabila féliciter le président Tshisekedi en 2019-2020, le temps de l'Alliance. Mais aujourd'hui, ils ont quasiment divisé le pays, la RDC en deux. Il y a RDC Goma avec les M23 et Kone Nanga. Il y a RDC Kinshasa. On a vu du côté du Sénégal, on a vu cette présomption de démocratie, mais il y a eu des soupçons, il y a même eu des interrogations, il y a même des enquêtes qui ont été menées contre le président Macky Sall par le nouveau pouvoir. Pourquoi cette propension à revenir et pourquoi est-ce qu'on justement on n'arrive pas à trouver un consensus qui permette justement, comme des exemples comme aux États-Unis où on voit lors de la prestation de serment 4 présidents assis sans qu'il y ait de tension. On ne veut pas trouver de consensus. Voilà. C'est simple, c'est tout. Il y a eu le consensus au Nigeria. Que fait Olusegun Obasanjo? Il mène une vie paisible. Abdoulaye Wade mène une vie paisible. Abdou Diouf mène une vie très paisible. Jerry Rawlings a mené une vie très paisible. Les deux exemples que vous venez de prendre, est-ce que Kabila voulait partir? Non. Est-ce que Macky Sall voulait partir? Non. C'était de l'hypocrisie politique, de fausses félicitations. J'aimerais rapidement dire que le Cameroun est un régime de collaboration des pouvoirs. Et il ne faut pas vendre aux téléspectateurs que la meilleure forme de gouvernance, c'est la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs théorique est aux États-Unis, mais qui nomme les juges à la Cour suprême? C'est le président de la République. C'est pour ça que Trump a échappé à toutes les poursuites judiciaires, parce que la Cour suprême est majoritairement constituée de juges d'obédience républicains. Il ne faut pas qu'on veuille tromper les Africains sur des choses qui n'existent pas. La collaboration de pouvoir est un régime. La France est un régime de collaboration des pouvoirs, mais ça marche. Un ancien chef d'État vient d'être disgracié. Dominique de Villepin était Premier ministre. Il a été disgracié. Où est François Fillon? Où sont Dominique Veur? Où est Jérôme Cahuzac? Donc, collaboration des pouvoirs n'est pas le problème. Le problème en Afrique, c'est que nous avons embrassé le libertinage. La preuve, nous ne contrôlons pas l'opinion. On laisse n'importe qui dire n'importe quoi, n'importe où sur l'espace public. Est-ce que c'est ça qui empêche qu'un président parti veuille revenir ou alors favorise Stéphane Marga, laissez-moi un peu développer comme les autres. Parce que je sais là où je vais. Il y a deux formes de violence. La violence qui détruit et la violence qui construit. La Chine aujourd'hui est debout parce qu'il y a un homme de Mao Zedong qui s'est levé, qui a imposé une violence qui construit la Chine. Il y a la censure. Il n'y a pas Facebook là-bas. Il n'y a pas TikTok bizarre. Vous ne pouvez pas vous asseoir, soit par populisme, soit par idéalisme, et attendre qu'un dialogue tombe du ciel. Il faut que ceux qui ont le mandat l'assument et imposent un système. Oui. Le gros problème de plusieurs États africains, c'est qu'on n'a pas de système. Voilà. On fonctionne, on va, je ne vais pas dire à volo, ce serait impoli, mais on fonctionne sans une boussole. Le Nigeria était coup d'État sur coup d'État. Ils ont dit, qu'est-ce qui nous pose le problème? C'est un problème interconfessionnel entre musulmans et chrétiens en fonction des deux grands blocs géographiques. Mais ils ont trouvé la solution. Quand c'est les chrétiens, c'est autre deux mandats. Après, ça monte au nord. Le Cameroun, par exemple, a 10 régions. Le professeur Joseph Ouna de regretté, mais moi, avait déjà fait cette proposition. Une présidente rotative, pas plus de 2 mandats, entre les 10 régions. Et on gérait par ordre alphabétique. Comment donc l'avenir des chefs d'État, pour revenir à la thématique centrale, dépend du présent? Oui. Le docteur Vouna tout à l'heure a parlé de justice. On a perçu la justice sous le seul prisme de l'institution judiciaire, mais pas des vertus. Lorsque pendant votre majesté, on ne sait pas comment on recrute à la Camtel,
On ne sait pas comment on recrute à la SNH. Ça, c'est des questions de gouvernance, Timothée. Non, non, non. S'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Vous enflammez. Permettez à M. Somba. On ne sait pas comment on recrute au port autonome de Kribi. On ne sait pas comment on recrute à la CSPH. On ne sait pas, on ne sait pas. Vous créez quoi? L'injustice sociale. Voilà. Et c'est cette injustice sociale que vous créez qui vous rend donc vulnérable après votre passage. Parce que, et ceci est doublé du fait que vous laissez que des saltimbanques viennent, au lieu de dire aux jeunes de travailler de leurs mains, de s'en sortir, des saltimbanques viennent dire aux jeunes que chaque fois que tu souffres, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui fait mal ou qui vole. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Ou qui n'a pas mérité la ou qui ne mérite pas. Vous connaissez un pays où tout le monde est heureux, tout le monde entre à Harvard ou bien à l'université de Washington. Moi, je pose une question. Je n'ai pas dit qu'il y a un pays où tout le monde est heureux. Mais il y a ce qu'on appelle un socle commun de conventions sociales qui font que les gens ne sont pas jaloux du 4x4 de M. Bidima en pensant que si M. Bidima roule en 4x4, c'est parce qu'il ne mérite pas ou c'est parce qu'il vole. Regardez tout ce qui se passe. Il est très difficile. Bientôt, les gens ne vont plus rouler en CA. Parce que dans l'imaginaire populaire, un haut fonctionnaire au Cameroun, je prends le cas du Cameroun, nous sommes au Cameroun, dans l'imagerie populaire, c'est que lorsque vous roulez en CA, vous êtes un voleur. Pourquoi a-t-on laissé qu'on dissémine ce type de pensée, ce type d'impression malfaisante dans l'opinion publique? Si les hauts fonctionnaires d'administration centrale, j'en connais nombreux qui sont des hommes d'une intégrité à nul autre pareil, mais eux-mêmes ont déjà peur. Parce qu'on a laissé un libertinage dans l'opinion publique. L'incontrôle de l'opinion publique infeste donc même les chefs d'État. Aujourd'hui, lorsque vous listez tout ce que... Permettez-moi encore de prendre le cas du Cameroun. C'est le pays que je connais le mieux. Lorsque vous listez aux gens tout ce que le chef d'État, Paul Biya, a fait de bien, les gens ont envie de vous dire que vous mentez. Et pourtant, c'est vrai. Un ministre qui est passé à Actualité Hebdo hier, il a listé tout ce qui se fait de bien dans la santé au Cameroun. Mais très peu. Tout le monde dit c'est faux, c'est faux. C'est qu'il veut protéger son poste. C'est qu'il a peur du Covid-Gate. Regardez. Alors, l'avenir des chefs d'État dépend de leur présent. Merci. Il faut construire les vertus et les valeurs dans le présent. De sorte que lorsque j'échoue à un concours, que je me dise j'ai échoué parce que je n'ai pas étudié. Mais il ne faut pas que je pense que lorsque j'échoue à un concours, lorsque je suis recalé à un recrutement, c'est parce qu'on a privilégié tel. Donc, et à partir de là, les gens n'auront pas peur de quitter le pouvoir. Parce qu'ils sauront qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il peut arriver que ton meilleur ne soit pas le standard. Mais le fait que les gens sachent que tu as vertueusement donné le meilleur de toi-même, on va te pardonner. Merci Timothée Somba. Patriarche Bikoro, ce qui est clair, c'est que véritablement, il y a comme un problème à partir ou à rester. Ça dépend des cas. Timothée dit, en RDC, Kabila ne voulait pas partir, Macky Sall ne voulait pas partir, ils sont partis, ils essayent de revenir chacun selon sa formule. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on voit le temps approcher et que l'on sent que bientôt, ça sera l'heure de partir? Comment est-ce que nous qui sommes en bas, on protège cet héritage? Votre télévision, on m'a dit qu'elle était vue à l'international. Tout à fait. Moi, j'ai vécu dans le cabinet du président de la République. Il y en a qui regardent parfois la télé. Quand ils écoutent Timothée Somba, ils se disent que il n'est pas président de leur pays. Des analphabètes sont allés en 1939 sauver la France. Des analphabètes. Quand ils sont rentrés, la relation africaine avec la France a changé. Je ne comprends pas comment les docteurs, les professeurs, les ingénieurs ont ce type de langage. Vous allez changer quoi avec ça? Je serai obligé de réagir, Stéphane. Vous allez changer quoi? Moi, j'essaie d'abord de comprendre ce que le doyen veut dire. Vous êtes victime. L'introduction m'indexe, je dois réagir. Non, Fini d'abord. On l'écoute, on l'écoute.
Allez-y, Patriarche. Il est en train de casser les deux derniers poteaux qui sont restés sur le pont générationnel entre lui et moi. Non, on va reconstruire ça. On va reconstruire. Nous sommes Vous là l'avez pour dit ça. tout à l'heure que vous n'avez pas quelqu'un en face. Ok, Mais si à chaque bout de phrase, parce que les bouts de phrase sont des informations et des conclusions pour nous les adultes. Ok. Et si vous me coupez chaque 5 minutes, on n'en a que pour 15 minutes. Non, Vous ne changerez pas Je n'ai l'Afrique. pas coupé. Timothée, c'est pas quand vous parlez, religieusement. C'est pas le cas. Il faut que les téléspectateurs changent. C'est un débat d'idées. Non, mais le débat ne peut pas être Je ne suis pas dans le débat d'idées. M'écoute, il va me dire que je ne peux rien changer. Sur le plateau, je n'ai pas affaire à un doyen. Pour moi, il n'y a pas de doyen. J'ai affaire à des co-panélistes. Je ne suis ni le fils de personne, ni le neveu. Ici, nous sommes des co-panélistes, nous sommes égaux. Si nous ne sommes pas égaux, organisez un débat des jeunes et un débat des vieux. Timothée, Timothée, vous n'avez pas totalement embrigadé le débat. Vous parlez plus que tout le monde. Vous voulez que quand un doyen prend la parole, vous le dites à tout moment. Et quand vous parlez, mais je n'ai pas Timothée, il ne faut pas que ce soit des... Timothée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et comment vous croyez que avec ça, on va comprendre. Comment vous croyez que... Non, comment vous croyez que avec ça, Timothée, avec cette manière de faire des choses, le non-respect, le manque d'éthique, le manque de compréhension, permettez, Timothée, vous n'avez pas dit, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas l'État me suit. S'il vous plaît, Timothée. Permettez quand même, Timothée, vous ne pouvez pas dire au patriarche, quelqu'un, il vous a parlé de bouts de mots, de bouts de phrases. Moi je dis non, c'est irrespect. Timothée Somba, Timothée Somba. Si vous croyez que vous avez le monopole de parler fort, on va compris. On va que je n'avais pas le monopole de parler fort. Est-ce que vous voulez? Non, on va compris. Stéphane, la chose est simple. Oui. Il a donné son avis. Le doyen continue. Tranquillement. Doyen, allez-y. Peut-être sans plus couper le doyen. Parce que qui quand lui continue? parle, Non, on le tue religieusement. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Et c'est ça le problème de la jeunesse aujourd'hui. Ils ne veulent pas respecter les gens. Ils croient qu'ils ont le monopole de l'intelligence, le monopole du pouvoir, le monopole de l'éthique. Mais non, mais ce n'est pas normal. Je suis pas, c'est pas normal. Vous parlez de quelqu'un, vous voulez qu'on ait quand même un minimum d'éthique. Vous voulez qu'on dépasse ça? On conclut. On a des positions contradictoires, mais personne ne cite le nom de l'autre. Pourquoi il cite mon nom? Timothée Somba nous aider à construire le pays. Même la jeunesse ne peut pas le débat avec d'éthique. Non, c'est pas possible. On va compris. Ce n'est pas possible. Vous nous avez fait perdre du temps. Nous sommes à plus de 7 minutes déjà. Il nous reste à peine 5 minutes, malheureusement. Allons-y. On est sorti complètement de ce qu'on voulait passer comme message aux Africains. Et ce n'est pas le bon exemple. Vous savez très bien que nous sommes suivis à travers le monde grâce à la qualité. Alors là, c'est la jeunesse. C'est incroyable. C'est bon signe. C'est bon signe. Non, c'est pas bon signe, Jean-Maurice. C'est pas bon signe. J'appelle le dialogue. C'est pas bon signe. Il faut qu'il y ait le dialogue. C'est un signe qui a besoin de dialogue. Comprenons ça comme ça, pas autrement. Je vous suis, doyen. Je vous prie de poursuivre votre propos. On appelle ça l'agora. C'est-à-dire que chaque fois que les gens sont dans la foule, les voix se lèvent partout. Dès qu'on leur a choisi une victime, le président de la République. Quand je vais encore dire que le président de la République va suivre qu'il va être mort parce que les gens sont en train de la CNPS sans savoir comment on entre, on va dire que j'ai indexé. Quel est ce débat où on ne peut pas dire à quelqu'un ce qu'il a dit? Il y a un problème. Vous n'êtes pas censé du Très débat. bien. Ouais donc.
Ça, il ne donne pas son avis, il revient sur moi. Oh, Timothée Somba. Déroulé. On va conclure l'émission. Si c'est ce que vous voulez, on conclut l'émission. Parce que là, ça va être impossible. Stéphane. Non. Le Il doyen a a vie. pour s'exprimer. Et vous avez 5 minutes. son analyse, il revient dessus. Et vous voulez que moi je Je ne suis laisse pas d'accord, le Timothée Somba. Non. Avec toute l'affection que vous savez que j'ai pour vous. Je Non, ne suis pas d'accord. Stéphane. Je ne suis pas d'accord. Je viens ici, Je suis je pas défends d'accord. mon honneur et Je ma suis pas dignité. d'accord. Non. Vous voulez du respect, vous m'en donnez. Vous ne m'en Je ne donnez suis pas pas, je d'accord. vous en donne Personne ne pas. va manquer de respect sur ce plateau. C'est un manque de respect. Non, je ne suis pas C'est un d'accord. manque de Je suis pas respect. d'accord. Je me situe pour qu'il déroule. Mais il ne déroule pas. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose de simple. Je dis, et ça, je souhaite que la caméra me voie. Oui. Je crois que sur ce plateau, M. Timothée, M. Somba est le plus jeune d'entre nous. Et si il arrête encore, M. Bikoro, de ne pas parler, vous m'enlevez ce micro et je rentre chez moi. Et vous ne m'appelez plus jamais quand il est sur votre plateau. On va se calmer. Il faut vraiment que... Monsieur Bizima, il faut quand même qu'on ait un peu de respect. Retour sur le plateau de Ouro Africa. Nous étions en train d'épiloguer justement sur le devenir et avenir pour les ex-chefs d'État. Nous nous excusons pour la brève transition prise. Doyen Bikoro, il nous reste 3-4 minutes. Vous aurez l'exclusivité et l'entièreté du temps qui nous reste pour donner votre vision et avis sur ce qu'il faudrait faire pour justement préserver l'ignominie de nos chefs d'État qui parfois partent dans la difficulté. Votre thématique, c'est quel avenir pour les ex-chefs d'État? Oui. Et nous avons fait la thématique sur les chefs d'État en fonction. Parce qu'il faut trouver un pont entre ce qui fait qu'on les abandonne et ce qui fait qu'on les garde. Un monsieur est élu en 2025, 75 ans après l'indépendance de son pays. Au nom de quoi on va le tuer parce que les 75 premières années, on ne recrutait pas les gens à la fonction publique. C'est ça le problème. Et mon fils a bien dit, il faut définir qu'est-ce que l'Africain entend par chef de l'État. Je voudrais qu'on le nomme les hôpitaux que Sarkozy a conçus en France. Ou Bush. Il n'y en a pas. On a donné l'impression qu'un chef d'État africain, votre femme n'accouche pas, il doit faire en sorte que votre femme accouche. On a mal défini, la fonction présidentielle est quelque chose de très sérieux. On ne peut pas venir lui acculer des choses qui doivent être accolées à des gens qui doivent travailler avec lui. Tout à fait. Il hérite d'un pays qui ne change pas, les hommes et les biens. Alors des impostures et des hypocrisies restent dans leur coin, il est ministre, il est ceci. Et comme on lui a déjà dit que le pays tombe, c'est le président de la République, un individu. Il ne fait plus aucun effort pour construire cette matrice. L'adressage d'un chef d'État, c'est de lui dire des choses qui sont de son ressort. L'animation, le suivi, le contrôle. Quel est son ressort lorsqu'il est président de tout? J'étais en train de citer tout à l'heure. Vous voyez que vous aussi vous m'avez coupé. Non, Je vous dis animation. Je vous dis qu'un chef d'État ne fait pas le chant en votre place. Oui. Un chef d'État ne vous dit pas que votre enfant a fait le doctorat en philosophie qui ne donnera pas le travail en 2025. Vous avez le libre choix. Non, tu dis doyen. Vous avez le libre choix. Tu Parce que nous sommes en 2025. Nous ne sommes plus en 1960. Nous sommes en 2025. Vous êtes censé être allé acquérir des savoirs savants qui vous évitent ce genre de choses. Les États africains sont les seuls où quelqu'un est pousseur, il dit qu'il veut être chef d'État. C'est incroyable. Vous avez donc dans votre pays, je parle de celui que je connais le mieux, le Cameroun. Oui. Que devient un ancien sous-préfet? Ça commence par là. Je félicite la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il paraît que là-bas, dès que tu vas en retraite, tu touches l'argent. Quand tu as cotisé. Quand je dis que tu vas en retraite, ça veut dire que ça, voilà encore un autre pan. Pourquoi tu n'as pas cotisé? Maduro était sur... Quand tu vas en retraite à la CNPS, le lendemain, on calcule. C'est instantané. On va Je termine par là, s'il vous plaît. terminer. Doyen. Maintenant, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur
Le ministre, laissons le chef d'État, parce que c'est eux qui constituent le président de la République dans un pays. Quand vous voyez les gens mettre les blacks sur la tête, ils mettent les blacks sur la tête parce qu'ils se disent qu'il vaut mieux que moi-même j'ajoute encore 5 ans supplémentaires, parce que mon sort, je ne connais pas ce qu'il sera demain. Ce sont ces gens-là, dans leur peur, qui embrigadent le président de la République en disant papa. Parce qu'il assume toi. Là où tu vois là, ça fait 10 ans que je cherche à avoir mon tour de retraite. Donc il faut que les Africains, et je parle encore à la jeunesse, savoir adresser les problématiques. Ce que nous faisons là, c'est les critères de convergence des Occidentaux enseignés dans leurs écoles. Je termine par là, je suis à la chefferie. Il y a un chef à la chefferie, non, dans votre village. Oui. Hein? Il y a des lois, non? De la République qui sont supérieures aux lois du village. Quand tu aimes la femme de ton frère, on vous envoie au tribunal du blanc? Non. C'est ça l'Afrique de demain. Merci, merci doyen. Je l'ai dit, je l'ai promis, c'est par votre parole. Nous allons mettre un terme à cette édition de Ouro Africa. On va essayer de trouver une autre porte de sortie pour essayer, une fois de plus, d'avertir, de conseiller, d'alerter le peuple d'Afrique qui nous suit nombreux sur les différentes problématiques. Bien, bonsoir.